comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va très bien, très bien, très bien. Nous sommes actuellement le 3 janvier 2021. Je ne sais pas Vas-y. quand cet épisode sortira, mais en tout cas... Dis-le. Bonne année. C'est dit. Quel enfer. Donc voilà, nous reprenons du coup les interviews, taisez-vous. Et aujourd'hui, on est ravis, on est très contents de pouvoir recommencer. Et aujourd'hui, nous recevons Laura. Bonjour, Bonjour. Bonjour Laura, comment vas-tu ? ça va très bien et toi ? Ça va, ça va. Je tiens à préciser dès maintenant parce qu'on va pas le préciser que nous faisons bien évidemment l'interview masquée. Et j'espère que ça ne gênera pas les auditeurs parce que je n'ai jamais testé encore de faire une interview masquée. Ouais, on On prend a juste précaution eu, ouais. avec les fêtes. Oui, parce que je me suis toujours pas fait tester. J'avoue que je souhaite garder mon nez vierge le plus longtemps possible. Hop là, Laura, qui es-tu Que viens-tu faire ici et surtout quelle est ta thèse ? Alors, qui je suis une jeune femme de 26 ans, C'est déjà bien. depuis pas longtemps. Je suis en 3e année de thèse en addictologie, donc je travaille sur les addictions, qu'elles soient aux substances ou aux comportements. Et je fais cette thèse dans un laboratoire de recherche à Bordeaux qui s'appelle le SAMPSI, pour sommeil, addiction, neuropsychiatrie. Et je suis donc dans l'équipe addiction. Voilà. Et je suis encadrée par le docteur Fuchesser, On salue. voilà, Oh, qui est très très gentil. ouais. On la félicite d'avoir un nom que je n'arrive pas déjà pas à retenir. Même pas à dire. Pas à dire. Pas C'est une couleur, Fuchsia ? fuchsia. Voilà. Ok, fuchsia. Bon, ça va être facile. Donc, du coup, ça y est, maintenant. J'ai des points de repère. Je suis un enfant, il faut le savoir, Oui. que je ne comprends pas forcément tout, Faut le mais répéter que j'adore. longtemps, quoi. Non, Mais je- j'adore avoir des trucs horribles. Non, par contre, voilà. Alors, voilà, moi, pour rappel, j'ai poussé les sciences jusqu'à la bac plus 1 où je me suis arrêté bien vite parce que ça m'a vite saoulé. Mais bon, genre, sur les trucs de base, on peut y arriver. Et le but, c'est qu'on arrive à faire comprendre cette thèse à n'importe quelle personne qui a un niveau bac. Très bien. Tu penses que c'est possible ? Oui. Mais oui. Ah, J'ai un nickel. sujet relativement De toute simple à façon, comprendre. je suis trop chaud. T'es Donc, obligé de toute façon. de toute façon, je suis Ton obligé. concept, Voilà, donc c'est bon. tant pis pour toi. Le mec qui crée des concepts, il arrête au bout de 3 épisodes. Ah, c'est trop dur. Ah non, c'est nul. J'ai bien fait de m'arrêter en sciences. Quel est le titre de ta thèse, du coup ? Ah, le titre de ma thèse, il est un peu compliqué. Ah, mais t'inquiète, c'est justement à partir comme par là. d'habitude. Je fais l'étude du lien entre l'insight et le modèle d'addiction cues, craving, usage. Donc déjà, il y a combien de langues dans ce titre ? Deux. Deux. Mais en fait, pas vraiment deux, parce que insight et craving, c'est des mots qui ont été francisés. On n'a pas d'équivalent en français. Ok. Et Ok. cues, c'est pareil. Donc finalement, c'est des mots anglais, mais qu'on utilise dans le langage courant en français dans un domaine spécialisé. Ok, j'ai déjà eu du mal à écrire la thèse en entier. Ça, c'est parce que t'écris mal. Oui, stop. Ah oui, alors ils se vannent parce qu'ils se connaissent aussi. Oui, faut je vais préciser. préciser C'est pas- ça. Vous n'êtes pas juste des gros salauds. Il faut savoir, voilà, s'insulter. Ça fait qu'on 7 s'est rencontrés ans. justement en fac de sciences il y a 7-8 ans maintenant, en 2012, et qu'on était voisins. Voilà, donc on voit que dans le voisinage, on peut faire des Des parcours bien parcours différents. bien différents. Effectivement. Et nous, on s'est croisés sur ma thèse en 180 secondes. Effectivement. Tous les deux excellés, j'ai envie de dire. Effectivement. Vous avez Et tous on les va deux gagné, refaire en plus. semblant Tous les deux d'exceller gagnés. Et cette on va année. refaire semblant d'exceller cette année. C'est pour ça que je pense que tu devrais facilement arriver à résumer ta thèse et toi, par la suite, à Bah, c'est surtout que résumer derrière. j'ai déjà regardé. J'ai pas regardé pour cette interview. T'as pas révisé ? Tu t'es laissé la J'ai pas surprise. révisé, j'avoue. Mais je me souviens que ma thèse en 53 secondes de Laura parlait d'une femme qui attendait au bord du quai en fumant sa clope. Oui, effectivement. Sachez que c'est interdit en fait de fumer sa clope sur un quai de gare. Ouais, mais elle était On dans le s'en passé, on s'en fiche. On s'en fiche. J'étais Non. à l'époque où on avait encore le droit de sortir, donc ça n'existe C'est vrai, plus. c'est vrai. Ah, cette époque. Cette époque, mais oui, on n'y est plus. Les bars étaient ouverts, Les quoi ? tu vois. Bon, allez. donc- Alors, donc, du coup, nous parlons du lien entre l'insight Oui. et Le craving. le craving. Alors, bon. Qu'est-ce que l'insight Qu'est-ce que déjà l'insight déjà, oui. Alors, l'insight, c'est un concept qui est un concept assez large qui se retrouve dans différentes disciplines, différents domaines. Donc, il y a l'insight en psychologie, l'insight en sciences cognitives, il y a l'insight en neurosciences, il y a l'insight en psychiatrie. Donc, moi, je m'intéresse à l'insight en psychiatrie. En gros, c'est le fait de pouvoir reconnaître, donc d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire de comprendre en fait le fait d'être malade, donc d'avoir une addiction, et de pouvoir l'accepter. C'est-à-dire avoir un comportement qui est adapté par rapport à cette maladie.
Ok, donc Donc, c'est l'insight, reconnaître. c'est lié au cerveau déjà. C'est Tu dis ça. dans plusieurs domaines, mais C'est uniquement lié à c'est une espèce de... En fait, c'est la capacité à résoudre un problème de façon large. Ok. Dans le cadre de la psychiatrie, le problème en question, c'est la maladie psychiatrique. Et l'addiction, c'est une maladie? L'addiction, c'est une maladie Ok, chronique d'accord. Donc déjà, ça, c'est et important. psychiatrique. Ok. Ok. Donc voilà, ouais, en gros, vraiment, l'insight, c'est des gens malades, mais qui le savent. Quand C'est tu le as, concept quand de tu as gens de malades l'insight, qui le- c'est ça. C'est que tu reconnais, tu as compris que tu avais cette maladie et tu es capable de l'accepter. Et donc d'agir par rapport à ça. D'essayer d'aller voir un médecin, d'essayer d'arrêter, d'essayer de contrôler ta consommation, etc. On sait estimer à peu près combien de malades sont insight et d'autres qui, du coup, n'ont pas conscience de leur maladie. Alors, il y a une revue qui est assez récente, qui a été faite sur des sujets uniquement avec une addiction à l'alcool. Parce qu'en fait, l'insight, c'est pas très étudié dans l'addiction, alors que c'est très étudié dans d'autres pathologies psychiatriques. Ils ont estimé sur un échantillon de 700 et quelques sujets qu'il y avait à peu près 50% des gens qui avaient un bon insight ou un insight modéré, c'est-à-dire qu'ils sont conscients de certains trucs, mais pas de tout. Et ils arrivent vers certains liens avec la maladie, mais pas tous. Et donc le reste, l'autre moitié, c'est à peu près 57%. Eux, ils n'ont pas peu ou pas du tout conscience d'être malades, alors qu'ils le sont. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes critères diagnostiques et ils ont été diagnostiqués par un médecin qui leur a dit si, vous avez une addiction. Et ils ne sont pas capables de reconnaître ça. À partir de quel moment tu considères que quelqu'un est addict? Alors, il y a différents critères. Donc, en gros, il y a une liste des critères auxquels il faut répondre pour avoir ce diagnostic. Mais en gros, il y a certains critères qui sont plus importants que d'autres. On définit que tu as une addiction quand tu as officiellement, on va dire, une perte de contrôle. C'est-à-dire que tu as un usage compulsif que tu n'arrives pas à contrôler de un objet d'addiction, que ce soit une substance ou un comportement. Et on peut poser le diagnostic d'addiction seulement si la personne a essayé d'arrêter et a rechuté. La rechute, c'est le signe qui te dit il y a une addiction, c'est sûr. C'est-à-dire que la personne a fait tout ce qu'elle voulait pour s'en sortir, elle a essayé, elle a arrêté un petit peu, et si elle n'arrive pas à rester sous contrôle, c'est qu'elle a cette perte de contrôle, qu'elle revient à l'usage sans l'avoir souhaité. Et Ça, c'est la rechute. J'ai une question, c'était, si, je sais pas si tu sais ou pas, mais depuis quand l'addiction s'est reconnue comme une maladie, enfin une vraie maladie, je sais pas trop. Parce que... Depuis combien de temps? Alors, c'est sûr que le DSM-3, ça y était déjà comme une maladie. Donc, ça doit être 93, je crois. c'est récent, du coup, c'est hyper récent. Mais ça fait longtemps qu'on le considère... Enfin, disons que c'est considéré comme une maladie d'un point de vue psychiatrique depuis longtemps. C'est considéré comme une maladie d'un point de vue population générale depuis voilà, pas du tout. Ok, ouais, c'est ça. Depuis jamais. Personne ne considère ça comme une maladie. En dehors des médecins. Oui, c'est ça. Moi, quand tu as dit maladie psychiatrique, tout ça, pour moi, je sais qu'il y a des gens. C'est difficile parce que l'addiction, c'est un terme que tu peux utiliser pour quelqu'un qui est, entre guillemets, pour la population qui est très, très addict, où là, on sait que tout ce que c'est une maladie, ça se voit. Mm-hmm. Et il y a des gens qui sont pas hyper addicts. Je sais pas si ça se dit ou pas, mais. C'est l'utilisation des termes dans le langage courant qui est problématique. C'est ça, ça pose problème. Ouais. Ce que j'allais dire, c'est que moi, j'entends souvent la phrase « Putain, je suis vraiment trop addict à ça ouais. ». En train de dire « Non, c'est juste que t'aimes. Genre, t'es passionné, tu kiffes ça, mais t'es pas addict. » Il y a ce sens-là, le côté positif, le côté « je suis addict, j'adore ça ». Et il y a le côté dépendance physique, biologique, de ton système. À force de fumer, tu as une dépendance, une accoutumance de ton cerveau. Et donc, du coup, tu as une addiction. Les gens disent que tu es addict parce que tu peux pas, parce qu'à force de consommer, tu peux plus t'arrêter de consommer. La dépendance, en fait, c'est la première étape de l'addiction. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas la rechute, tu restes juste dépendant. Oui, et tu peux pas savoir s'il y a une addiction ou pas. Parce qu'en fait, c'est pas seulement le fait d'avoir une accoutumance au produit qui fait que tu as une addiction. Ça, c'est juste d'un point de vue biologique. À force de consommer, ton cerveau en demande de plus en plus, donc tu as de la tolérance. Et si tu arrêtes, tu as du sevrage. Parce que ton cerveau en réclame et tu lui donnes pas ce qu'il veut, donc tu es en sevrage. Ça, tu peux le faire à l'expérience. N'importe qui commence à fumer au bout de 3 semaines, s'il arrête du jour au lendemain, il va avoir du sevrage. Quand tu bois de l'alcool pendant 2 semaines en feria, tu arrives à la fin de tes 2 semaines. J'en sais rien. Tu fais 2 semaines de festival. Franchement, ça s'appelle mon adolescence. Voilà, c'est ça. Tu fais 2 semaines de festival, tu bois tous les jours. Tu trembles à la fin. Tu es sous alcool H24, tu sors de là, tu fais du sevrage. Ton cerveau, il avait l'habitude d'être sous alcool, tu l'enlèves, il fait qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une dépendance physique. Ouais. Il y a des cas particuliers quand même. Moi, je parle pas du tout. Je parle parce qu'il y a des gens qui me l'ont dit de ça. Il y a des gens qui ont fumé toute leur vie et du jour au lendemain, ils ont décidé. Moi, j'ai des parents d'amis, ils ont arrêté du jour au lendemain de fumer alors qu'ils fumaient 1 paquet voire 2 paquets par jour.
Moi, je sais que mes parents, ils n'y arrivent pas du tout. Et eux, ils ont arrêté du jour au lendemain. Oui, c'est la différence entre la dépendance physique et l'addiction. Parce que la dépendance physique, n'importe qui peut le faire. L'addiction, c'est, en gros, tu as ton système de récompense, donc dans ton cerveau, quand tu consommes une substance ou fais un comportement qui est source de gratification, on dit, ça donne du plaisir. Donc en fait, ça fait de la sécrétion de la dopamine dans une région dans ton cerveau. Donc ça, c'est un pic de plaisir. C'est l'équivalent d'un orgasme, en gros. Et ça, c'est ton système renforçant. Plus tu en as, plus ça te fait plaisir, plus ton cerveau en veut, donc plus... Voilà. Donc ça, c'est le système classique. Dans un cas où tu n'as pas d'addiction, tu as un système qui est en gros un système de contrôle qui va dire à ton cerveau, wow, là, c'est pas le moment. Genre là, au travail, on va pas boire de l'alcool. Là, on est dans l'avion, on va pas sortir une cigarette. T'es à découvert ce mois-ci, les jeux d'argent, on va peut-être pas essayer maintenant. Ouais. Tu vois ? Ça, c'est ton système de contrôle. Ton système de contrôle, il te dit le contexte est approprié ou pas approprié et il te fait un peu la limite. Là, tu vas trop loin, tu te rends compte, la dernière fois, t'étais trop bourré, t'as fait ça. Quand tu tiens plus compte de ce système-là, quand ton système de contrôle, on lui demande plus vraiment son avis, c'est quand il y a possiblement addiction. Tu commences à consommer de façon décontextualisée, dans des moments où ça se fait pas, des moments où t'as pas forcément envie de consommer. Parce que ce système de contrôle, on lui demande plus son avis. Il y a des boucles automatiques qui se mettent en place. Et donc, du coup, tu te retrouves à faire des choses que tu n'avais pas envie de faire à des moments où tu n'avais pas envie de les faire. Et souvent en plus grande quantité que ce que tu avais envie de faire. C'est lié à la conscience un peu ou... Ça, c'est plutôt lié au système cognitif, au système de régulation. C'est vraiment tes structures de haut niveau, au niveau préfrontal, qui sont censées gérer ça. Récupérer les informations du contexte, de la mémoire, de ton plaisir, pour essayer de faire une espèce de cohérence par rapport à tout ça et de dire là tu peux consommer, là tu vas pas consommer. Dans le cadre de l'addiction, à force de faire usage, il y a eu un dérèglement de ce système de contrôle, c'est-à-dire que lui il fonctionne moins bien et tout se fait en automatique, en soupape, sans lui demander son avis. Et donc du coup au fur et à mesure, de moins en moins, tu te retrouves à arriver à contrôler ta consommation. Et quand tu veux le faire, tu n'y arrives pas. C'est justement le cas de tes parents qui essaient d'arrêter et qui n'y arrivent pas. Ça, c'est un bon signe d'addiction en général. J'avais un ami kiné quand j'ai arrêté de fumer, parce que du coup j'ai fumé pendant 6-7 ans, qui m'a conseillé de ne toucher à rien, aucune clope, ni quoi que ce soit qui se fume pendant 3 mois, afin de vraiment, en gros je pense, me désensibiliser du produit, et afin au bout de 3 mois pouvoir, si jamais je veux par plaisir pouvoir le reprendre, et que ce soit pas du coup obsessionnel. Je sais pas si c'est une règle... qui est officielle ou quoi, mais... La règle des 3 mois. La règle des 3 mois. Non, la règle des 3 mois, j'ai pas... Enfin, de ce que j'entends au niveau des médecins, parce que moi, je suis pas médecin, donc j'ai pas de... Oui. C'est pas moi qui vais dire aux patients, il faut faire ci, faire ça, comment oui, toi, tu fais ta recherche sur des analyses qui sont données par des médecins ou des résultats ou des choses comme ça, ou... Non, on fait des trucs indépendants. Okay. Disons que moi, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est la maladie de l'addiction. Et les médecins, eux, ils vont jouer sur les gens, ils ont une addiction, comment on les aide. Moi, je suis pas du tout de ce versant-là. Mais il me semble pas qu'ils fassent un espèce de truc de 3 mois. Parce qu'en vrai, pour le coup, genre, en tant qu'expérience d'arrêt de fumer, c'est vrai que passer les 3 mois, j'ai pas forcément eu, tu vois, genre tout ce qu'on dit, j'ai l'impression de respirer mieux, j'ai l'impression que le sang circule mieux dans mes veines, tout ça. J'ai pas forcément eu ça, mais par contre, c'est vrai que la première clope que j'ai retouchée après mes 3 mois sans cigarette, elle m'a défoncé. Genre vraiment, je me suis rendu compte que putain, je pense que je ne pourrais plus jamais fumer comme je fumais avant, quoi. Je sais pas si mon corps m'a dit, si c'est le système dont on parlait là qui s'est remis en marche et qui a fait qu'est-ce que tu fais. C'est plutôt c'est le système de la récompense qui s'est désensibilisé de ça. C'est tellement récompensé. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tu es revenu à un seuil normal comme si tu commençais une substance, comme si c'était ta première fois. Tu redeviens naïf. Si tu fais pareil avec l'alcool, tu arrêtes de boire pendant 3 mois, tu vas voir que si tu bois un verre de champagne, on l'a vu, ça. On va te coucher. Le confinement, tu fais ouais. C'est ça. Premier verre de vin, oula, où suis-je ? Moi, j'avais une question. Tu travailles sur l'addiction en général ou tu as un modèle particulier ? Genre là, on parle de cigarettes, on parle d'alcool et tout. Toi, tu travailles sur quelque chose en particulier ou... Non, au laboratoire, on fait vraiment toutes les addictions parce qu'on est sur vraiment Bon, il y a différentes théories dans l'addiction. Il y en a qui pensent que c'est que les substances parce que t'apportes quelque chose que ton cerveau ne connaît pas. Et donc, du coup, ça va changer le fonctionnement du cerveau. Et il y en a qui considèrent... La chaudière. Non, c'est un running gag de cette émission. Ok, très bien. Enchanté la chaudière, on se connaît pas. Et donc, du coup, nous, selon les concepts qu'on
qu'on étudie et sur lesquels on se base, l'addiction, c'est une seule et une même maladie, quel que soit l'objet d'addiction, donc que ce soit une substance ou un comportement. Parce que finalement, quand on regarde les personnes qui semblerait-il, une addiction à des comportements comme les jeux d'argent, les jeux vidéo, le sport, le sexe, la pornographie, tout ce que tu veux. Finalement, dans leur cerveau, il se passe sensiblement la même chose. En imagerie, on voit les mêmes structures. Oui, ça a été prouvé depuis voilà, depuis c'est ça. bail. Oui, mais tout le monde reste... Il y a des gens qui sont très têtus dans la science. Ah, oui, non, ah bon. Je savais pas. La Donc, Terre est ronde. Non. Non, elle est plate, elle est portée par une tortue. Tu t'y attendais pas à celle-là. Voilà. Pardon, donc non, moi j'étudie vraiment toutes les addictions. Au début de ma thèse, j'étais surtout centrée alcool-tabac parce que finalement, c'est les plus courantes en France. Donc c'est hyper simple d'avoir accès à des patients qui ont une addiction à l'alcool ou au tabac, mais ils pourraient venir avec n'importe quelle addiction, ça me va aussi. J'ai pas de problème particulier parce qu'en fait, moi, j'étudie les mécanismes centraux de l'addiction, pas les conséquences de l'addiction, ni les causes les objets, de chaque objet et comment ça a un effet sur le cerveau. Ok. Alors moi, j'avais une petite question, c'est un peu un retour en arrière, mais bon, on peut rebondir dessus. On parle que du coup, l'addiction, c'est le travail sur la dopamine. Et moi, je confonds toujours la dopamine et la sérotonine. Je sais pas si on a une différence concrète ou simple à expliquer entre les deux. Pour moi, l'hormone du plaisir a toujours été la sérotonine, j'ai eu l'impression. Mais on a tendance à me dire que c'est plus la dopamine. Donc Oui. Alors, en fait, en gros, ce sont toutes les deux des molécules. Donc, en gros, ce sont des on va dire de façon très grossière, des petites boules qui servent à communiquer entre deux cellules, donc entre deux neurones. Donc, il y a un neurone qui va jeter ça à l'extérieur et ça va être recapté par le deuxième neurone et ça va transmettre une information. La différence entre ces deux molécules, c'est qu'elles ne communiquent pas avec le même type de neurone en face. D'accord, ok. Et qu'en plus, elles ne transmettent pas le même type d'information. Ouais. C'est-à-dire que ça ne se fixe pas au même type de récepteur. Donc, en gros, l'objet qui le récupère, sur lequel elles se fixent, n'est pas le même, parce qu'elles n'ont pas la même forme. Et ça, du coup, ça ne provoque pas la même chose dans le neurone suivant. Et au niveau des circuits, par exemple, la sérotonine, c'est vachement impliqué dans tout ce qui est dépression. Oui. Parce que ça a un côté... c'est pas du plaisir, c'est du bien-être, on va dire. Ok, oui. Tu vois, c'est plutôt l'hormone pour être heureux que l'hormone du plaisir brut. Ok, d'accord, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est ça la différence plutôt entre les deux. Et la dopamine, c'est un plaisir instantané, entre guillemets, du coup. La dopamine, c'est une molécule qui est sécrétée par qui provient de l'aire tegmentale ventrale. Ça veut dire. En gros, c'est une petite zone dans ton cerveau qui produit ça. Et ça communique avec des structures et principalement, du coup, le noyau accumbens, donc pour avoir le petit nom. Et donc, quand ça stimule cette structure en particulier, donc ça relargue de la dopamine, quand le noyau accumbens capte cette molécule, et ça provoque un pic de plaisir. C'est-à-dire que ton cerveau, il interprète ça comme l'orgasme. C'est... Ok. Quand tu fumes, ça te fait ça. Quand tu prends de la cocaïne, ça te fait ça. J'ai jamais eu l'impression d'avoir les yeux révulsés et les orteils qui se serraient quand je fumais, mais... Je suis ravie de savoir comment tu as un orgasme. La description, je te remercie. Mais à ce qui paraît, c'est ça un vrai orgasme. Je sais pas, moi je comprends rien. Je connais pas non plus. Il nous faudrait... On embrasse ton copain. Putain. Non, mais on aura peut-être un jour un thésard en sexualité qui nous expliquera vraiment ce que c'est un orgasme. Je suis très très chaud. Alors les thésards n'ont pas réponse à tout, hein. Fais gaffe. Non. Moi, on m'a dit que si. Un scientifique qui dit qu'il a réponse à tout, c'est pas un bon scientifique. Ah non. Oui, c'est vrai qu'on m'a... En général, il passe à la télé. Ou il fait de la vulgarisation. Merde. Et bim de scientifique random. Bon, alors, on a juste parlé d'insight si, là pour l'instant. Qu'est-ce que le craving ? Alors, le craving, c'est une envie que tu n'as pas envie d'avoir. En gros, c'est quand tu ressens une envie, un moment où tu n'avais pas envie de consommer, et en plus, même si tu te dis, là, c'est pas le moment, je vais faire autre chose, cette envie va rester. Et elle va rester longtemps. Et elle va faire, mais si, tu vas consommer, crois-moi, tu vas consommer. Eh oh, vas-y, fume. C'est ton pote à côté de toi qui fait. Et si je fais ça, c'est chiant. Et si je fais ça, c'est chiant. C'est ça. Prends shot. C'est exactement ça. En gros, c'est une envie qui revient, même quand on n'a pas envie, même à des moments où il ne faut pas que ça arrive. Et chez les personnes qui ont une addiction, donc ça n'arrive a priori que chez les personnes qui ont une addiction.
Et c'est une envie, du coup, qui est décontextualisée, qui persiste dans le temps et qui a des variabilités, enfin, qui est variable au cours du temps. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir un craving faible à un moment donné, puis un craving hyper fort 2 heures après, puis ça varie comme ça au cours du temps. Donc c'est difficile de la gérer, et puis tu sais pas forcément quand est-ce que ça va apparaître. Et il faut faire des efforts vraiment intellectuels, vraiment pour faire disparaître ça, pour passer au-dessus et se dire je vais pas juste consommer, et ça va la faire partir. Ouais, c'est le genre de truc qui donne genre des sueurs froides, des trucs où genre tu te bats un peu avec ton corps. Ouais, tu te bats un peu avec toi, ouais, c'est ça. C'est pas forcément quelque chose qui arrive à tous les addicts. On n'a pas de raison de penser que ça ne puisse pas arriver. Oui. Mais on n'est pas sûr que tout le monde en ait. Ouais, genre c'est certainement tous les addicts l'ont, mais il y en a, ils ont des beaucoup plus faibles que d'autres. Possiblement. Et puis possiblement aussi, ils appellent pas ça comme... Bah, ils ont du mal à le repérer. Ouais. Parce qu'il y a des médecins qui te disent, j'ai des patients qui, au départ, n'arrivaient pas à le repérer. Et finalement, en leur expliquant ce que c'était, ont compris, dans certaines situations, ça, c'est sûrement de ça dont il me parlait. Ok. C'est juste que ça se manifeste. Il y en a certains qui interprètent ça comme du stress, il y en a certains qui interprètent ça comme de la colère. Et en fait, ils se rendent compte que c'est pas vraiment ça. Il y en a qui disent je fume parce que je fume, mais en fait, si jamais on décompose vraiment ce qui se passe, ils se rendent compte qu'en fait, non, ils ont du craving et donc ils fument. Ok. Mais ils pensent pas, en fait, ils le conscientisent pas à ce moment-là en se disant si, j'ai du craving donc je fume. Et du coup, c'est une des conséquences de l'addiction ou ça n'a rien à voir? Enfin, c'est pas ni une cause ni une conséquence, c'est. Nous, on Un pense. symptôme. Ouais, voilà. C'est un des C'est symptômes c'est un symptôme. Il fait partie des critères diagnostiques pour dire qu'une personne est malade. Et bon, dans mon labo, le professeur Yacombe pense que lui, ça serait un signe précoce de l'addiction. C'est-à-dire, c'est un des premiers signes qui font que la personne, elle a plus un usage normal de son objet d'addiction, et que c'est pour ça potentiellement qu'il arrive à un usage compulsif. Ok. Qui le pousserait du coup à pas forcément consommer dans des contextes normaux et dans des moments où il s'est adapté et où il souhaiterait le faire. Et les patients qui en ont conscience du coup et qui arrivent à mettre un mot dessus, est-ce qu'il y a encore, enfin il y a des études ou pas qui sont apparues sur le fait que justement quand on est conscient, c'est plus facile à gérer ou ça n'a rien à voir du tout? C'est un peu ce que j'essaie de voir. Moi, j'essaie de voir si justement le fait d'être conscient d'être malade, donc être conscient d'avoir son addiction, donc de l'insight, c'est aussi être conscient de ses symptômes, dont du craving. Et c'est voir comment est-ce que tu réagis par rapport à ça. Et donc moi, j'essaie de voir un peu comment se comportent les gens qui n'ont pas d'insight vis-à-vis de leurs symptômes, et vis-à-vis de leur médecin, et vis-à-vis de leur addiction de façon générale. Est-ce qu'ils vont consommer différemment? En fait, tu fais un tableau à 2 entrées. Ouais, c'est ça. Insight, pas insight, craving, pas craving. Voilà, c'est ça. Et j'essaie de voir, en gros, les premiers trucs qu'on a un peu vus, c'est que potentiellement, ceux qui ont moins d'insight, comme ils rapportent de toute façon moins de symptômes que les autres parce qu'ils ont moins conscience de leur maladie, ils rapportent moins de craving. Quand tu leur demandes, ils n'ont pas trop l'impression d'avoir déjà eu du craving. Alors que quand tu regardes vraiment au moment où ça se passe, donc pas longtemps après qu'ils aient eu ce moment que cet événement soit apparu, si tu leur demandes sur le coup, en fait, ils te disent qu'ils ont envie tout le temps, et même plus que les autres. Mais ils s'en rappellent a priori peut-être moins bien, ou ils ont peut-être plus de mal à rapporter après. Donc on essaie de voir un peu comment ça joue en fonction des événements et à quel moment tu te places quand tu étudies ça. Et comment toi tu l'évalues du coup le niveau, tu vois, genre un niveau élevé d'insight ou un niveau faible d'insight? Pareil, t'as des échelles comparatives et... C'est des échelles de psychologie, donc en gros on va regarder, on sait qu'elle a le diagnostic, ça a été posé par un médecin, on a évalué la sévérité de son addiction, on sait qu'elle est plus ou moins sévère, donc on s'attend à ce qu'elle ait plus ou moins de conséquences, on sait quelles sont les conséquences, donc tout ça on a, ça c'est notre base, et nous on regarde par rapport à ça. On leur fait passer des échelles où ils vont nous dire est-ce qu'ils sont d'accord ou pas avec certaines propositions. Et ces propositions, ça va être je suis addict, par exemple. J'ai été pris en charge parce que j'ai un problème avec l'alcool, par exemple. Et ça, au fur et à mesure de ça, ça va être le fait qu'ils soient conscients d'avoir un problème, conscients qu'ils ont besoin d'une prise en charge, conscients de leurs symptômes, conscients des conséquences que ça a sur eux et sur leur entourage aussi. Parce qu'en général, la famille est touchée, les proches, faut voir donc toutes les conséquences que ça peut avoir. Et en gros, nous, on leur demande est-ce qu'ils sont d'accord avec ça. Et en fonction de ça, on les classe celui qui a le plus faible insight et celui qui vraiment ne comprend pas du tout qu'il a une maladie et qu'il n'accepte pas du tout, à celui qui est complètement OK avec ça et qui sait très bien qu'il est malade et qu'il a besoin d'une prise en charge. Okay. Et tu travailles avec des gens qui ne sont pas du tout addicts ou c'est pas du tout ton domaine?
Non, je ne travaille Pour avoir une sorte de référence de témoin, ou même savoir s'il y a des... apparemment, ça a l'air d'être impossible, mais s'il y a du craving chez les gens non addicts, enfin, je sais pas, tu vois, un truc... D'avoir une ça- sorte d'échantillon zéro, quoi. Alors, on le fait pas pour ma thèse. Ouais, voilà, Pour c'est ma ça. C'est thèse, pas ton... non, c'est pas mon ton sujet. Non, parce qu'en fait, comme l'insight c'est peu étudié dans l'addiction, on commence déjà par les gens qui ont vraiment une addiction. On regarde leur insight, on voit un peu comment ça se passe. Pour le craving, c'est pareil. On en est vraiment sur le caractériser le phénomène dans la population Ouais, malade. d'accord, c'est pas encore quelque chose qui est vraiment... C'est pas suffisamment ok. étudié partout et on n'a pas suffisamment bien compris le phénomène pour pouvoir le comparer à autre chose. Mais il y a la thésarde suivante, donc Emma, qui a commencé cette année-là, qui elle va étudier le craving dans des populations non malades pour voir voilà, si c'est ça, potentiellement ok. le fait d'avoir du craving, ça va faire qu'ils vont plus développer l'addiction plus tard. Ça, c'est une des hypothèses qu'elle va essayer de traiter. Bah, Emma, on t'interview demain. Elle a à peine commencé, elle ne saura pas donner La des pauvre. réponses. Putain, bon, ben nous allons passer à la dernière partie de ce podcast. T'as toutes tes infos, là. J'ai toutes mes infos. T'as posé Franchement, toutes tes questions. Hein? T'as posé toutes tes questions, t'es sûr? Je suis pas sûre. Est-ce que t'as des trucs déjà à rajouter sur ta thèse qu'on n'aurait pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On n'a pas dit ce que c'était un cues. Mais c'est ça. C'était le 3e mot Tu en n'avais anglais. pas écrit tous tes mots, je le vois depuis ton carnet depuis tout à l'heure, il s'est arrêté à craving. comment ça, Q's? Cues. Le modèle que j'étudie, c'est cues, Cues. craving, rechute. C'est le lien entre l'insight et tout ça. Ah Et il y a cues au début. Q's, craving, rechute. D'accord. Les cues, ce sont en gros les choses que tu as associées à ta consommation ou à ton usage de l'objet d'addiction. Ça va être par exemple, imaginons, nous quand on habitait à côté, à chaque fois qu'on se voyait, on fumait. Oui. Donc je savais qu'à chaque fois que je te voyais, je fumais. Mais une chicha, donc ça va. Oui, mais tu vois, j'avais associé ma consommation de chicha C'est à vrai. toi. Donc en gros, c'est ça un cues. Un cues, ça va être quelque chose que tu t'associes à ton usage. Ok. Admettons, tu bois toujours la même marque de bière. Si tu vois cette marque de bière, ça peut te donner envie de boire. Ça, c'est le cues de tout le monde. Le cues standard. C'est-à-dire que le briquet, c'est un cues, le cendrier, c'est un cues. Genre la un événement, c'est un cues aussi du coup? Ou c'est Et que donc, des du objets coup, physiques? Pas forcément. Il y a les cues standards, c'est-à-dire les cues qui sont associés à l'objet d'addiction. Quand c'est de l'alcool, ça va être tous les trucs qui sont liés à l'alcool, le tabac pareil, l'héroïne pareil, les jeux d'argent, les jetons, machin. Il y a les cues personnels. Ça, c'est toi, dans ta consommation, dans tes propres habitudes, qu'est-ce que tu associes à ta consommation? Il y a des gens, ça va être, à chaque fois qu'ils sont tristes, ils vont consommer. Ça, c'est leur cues. Il y a des gens, ça va être, à chaque fois que je suis avec machin, je consomme. Machin, c'est un cues. Genre la post-club par exemple. La Je fais une post-club, pause, je la fume une post-club, c'est un cues. Il y a des gens, ils font jamais de post-club. Il y a des gens, c'est le café. Moi, le café, c'est le chocolat. Tu vois? Ah ouais. Il y a des trucs que tu as associés comme ça. Ouais, ça me fait vraiment penser aussi à ce pote qui devait, à chaque fois qu'il me filait un contrat, il venait me voir dans mon bureau, il faisait on va prendre une clope. Genre, Voilà. c'est vraiment l'excuse, quoi. Genre, Et moi j'ai vu Léa il y a 2 jours. À chaque fois que je vois Léa, je fume un paquet. Je fume jamais. Mais si je vois Léa, Un je paquet, fume un elle paquet. voit- elle prend le paquet, le fume direct. Léa, c'est tabac. putain, c'est ouais, ça, automatique. Ah, tu viens de te rendre compte que t'as un nombre de cues, mon pote. Ah non, mais, C'est j'ai eu hallucinant. un nombre de cues abusé. Hein. Genre, C'est ça. franchement, l'arrêt de la clope, je me rends compte de tout ce que ça m'a fait arrêter aussi. Hein. C'est abusé. Hein. Et le truc, c'est que les cues, quand tu y es exposé, quand tu te retrouves dans la situation en question, ça peut être un événement, une personne, un objet en particulier, ça peut être ton plateau pour rouler tes joints, tu vois, pareil, ta petite boîte où tu ranges ta weed. Tout peut être un cues. Si tu es dans cette situation, ça va te donner plus de craving Ah, que putain, juste les cues Poser la standards. question. Genre le briquet, ça va pas forcément te donner envie. Voir quelqu'un fumer dans la rue, ça te donne pas forcément envie. Mais voir ton pote avec qui tu fumes tout le temps fumer, ça peut te donner envie. Ah, Et c'est même totalement beaucoup plus lié au- envie. C'est totalement lié au craving, du coup, c'est ce que j'allais te C'est poser ça. comme question. Ouais. C'est Ok. clairement C'est un déclencheur un de- gros déclencheur du Ok. craving. Et le craving, c'est un gros déclencheur de l'usage. Ah, c'est ouf. Tout Donc, est lié. donc c'est pour ça qu'on joue sur le craving. Et on joue aussi sur les cues de l'environnement pour éviter que les gens se mettent dans des situations à risque. Mais après, de façon générale, les addictions au sexe, on en a quand même quelques-uns qui viennent pour ça. Au sexe, au porno. C'est plus souvent le porno que le sexe. Mais Et parce que c'est plus facile. C'est plus facile à trouver. c'est ouais. parce que tu as une immédiateté. Ouais, c'est ça. La fenêtre temporelle est très importante dans l'addiction. Le bien-être, le plaisir immédiat que tu ressens, plus cette fenêtre est courte, plus tu as des chances que le Plus t'y truc vas, soit quoi. addictif. Par exemple, c'est pour ça que le tabac, c'est très addictif. Ah si, on n'a pas parlé de ça. Les trucs les plus ou moins addictifs. Ça, c'est marrant aussi. Et, Plus ou moins- Oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Ouais. et du coup, l'argent, parce que moi, je sais que par exemple, moi, ça me dérange pas. Je peux fumer en soirée, des trucs comme ça, mais je sais que genre, je fume 3 ou
4 clopes en une soirée, le lendemain matin, j'en chie ma race. Mais par contre, et ce qui m'a, moi, empêché de fumer, c'est vraiment le prix que ça coûte. Est-ce que toi, non, tu ne gères pas du tout ce genre de truc? Est-ce que tu as senti quelque chose par rapport à ça, au prix de... Sur les patients, tu veux dire? Ouais, c'est ce que tu disais, ce rapport de facilité d'addiction, de trucs comme ça. Ouais, mais ça, en fait, il y a la facilité de l'addiction. Bon. Ce qui est des trucs les plus addictifs, ça va être en fonction de la substance en tant que telle. Est-ce qu'elle est, elle, addictive ou pas dans ton cerveau? Ça, c'est des mécanismes biologiques. Après, tu as l'accessibilité. Techniquement, l'alcool et le tabac, c'est hyper facile de s'en procurer. Tu n'as aucune limite. N'importe qui peut acheter de l'alcool et du tabac, même en étant mineur, ça passe, tu vois, des fois. Donc, c'est hyper facile, ça. Puis après, tu as les facteurs individuels. Genre, le fait d'avoir dans ta famille des gens qui ont des addictions ou des problèmes psychiatriques, ça va accentuer le problème. Mais l'accessibilité, le prix, ça peut avoir une influence, mais c'est une influence minime. Très minime, ouais. Okay. Très minime. Surtout sur des gens qui ont une addiction. Par exemple, les campagnes pour augmenter le prix du paquet de tabac, ça va avoir une influence sur les jeunes, par exemple, qui, eux, vont trouver ça trop cher, qui vont moins consommer. Par contre, les gens qui ont une addiction, eux, ils auront toujours une addiction. C'est-à-dire que c'est pas en jouant sur le prix du tabac qu'ils vont moins consommer. Eux, ça va juste leur coûter plus cher. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la jeunesse. Ouais, okay. Ça va être plutôt les gens qui fument occasionnellement, qui vont peut-être se dire je vais peut-être arrêter, je vais peut-être fumer ça moins. joue sur moi, du coup, c'est cool. Potentiellement, ça peut jouer sur toi, ça joue sur moi aussi. Hein, moi, ça fait pareil. C'est une des raisons qui m'ont fait que j'avais envie d'arrêter de fumer. Genre, quand je commençais, ça coûtait 6 € un paquet. Aujourd'hui, ça coûte 10 balles. Je fais putain, mais attends. Genre, j'ai plus envie de foutre autant d'argent là-dedans, quoi. Sûrement, ça a donné envie à des gens d'arrêter. J'étais pas un gros fumeur, c'est aussi ça que je me dis. Et du coup, tu as un tableau avec les choses les plus addictives et... Les trucs les plus addictifs... Ou c'est pas aussi simple? Ça dépend surtout de la voie d'administration. C'est-à-dire par quel moyen tu le fais rentrer dans le corps quand c'est une substance. Par exemple, tout ce qui est fumée, la voie fumée, c'est une voie ultra rapide. Donc, par exemple, la nicotine, ça va directement dans ton cerveau, ça allume tous les boutons, et donc c'est la cata. L'alcool, quand tu l'ingères, tu dois passer par l'estomac, machin, avant que ça atterrisse jusqu'à ton cerveau, il y a du temps. C'est pour ça que ça met vachement de temps à monter, l'alcool aussi. Et le sang, c'est un des plus rapides aussi. Oui, la voie intraveineuse, évidemment, ça monte relativement rapidement. T'as une barrière où il faut acheter une piqûre et tout, là, ça... Ouais, acheter une seringue, c'est une étape, quand même. Il y en a beaucoup qui font. Mais c'est très addictif aussi, les voies intraveineuses, etc., parce que ça a un effet bien plus rapide et immédiat. Et après, il y a les catégories de substances. Par exemple, la nicotine, c'est très addictif. Les opiacés, donc tout ce qui est héroïne, morphine, codéine, fentanyl, les crises des opiacés aux États-Unis, tout ça, c'est hyper addictif, les opiacés. M'en parle pas, c'est un sujet que j'aimerais beaucoup traiter, le rapport aux opiacés et aux rappeurs qui, ces 10 dernières années, ont décimé genre la moitié des rappeurs, j'ai l'impression, qui est arrivé. C'est hyper dangereux, les opiacés. Ouais. C'est vraiment hyper dangereux. Ensuite, tu as tout ce qui est stimulant, cocaïne, machin truc bidule, ça c'est relativement addictif. Tout ce qui est appelé les drogues dures, c'est des trucs qui sont plus addictifs que les autres. Et c'est surtout que ça a des conséquences aiguës, directes, toxiques, très importantes. Oui, c'est ça aussi, le pire. Les conséquences, elles sont assez immédiates. C'est pas tant l'addiction déjà, mais... Oui, rien qu'au niveau des conséquences, c'est ça. Ça te fait vraiment des conséquences de partout sur ton organisme, de toute façon, ça se voit. Ça flingue aussi très rapidement le circuit de, qu'on disait tout à l'heure, là, le dopamine, qui joue avec aussi le côté, c'est pas très bien de le prendre maintenant. J'ai l'impression, tu vois, genre, par exemple, on parle souvent des mecs qui prennent de l'héroïne, et que genre, t'as 9 chances sur 10 d'être accro direct, quoi. Bah, les opiacés, c'est très, très, très addictif. Oui, voilà, vraiment très, très, très addictif. Après, l'addiction, dans la population en général, c'est 10 à 15%. Quand on ajoute le tabac. C'est énorme. 10 à 15% sur les gens, en vrai, c'est pas tant. Parce qu'en vrai, quand tu parles aux gens, ils ont l'impression que tout le monde a une addiction. Ouais. Non. C'est ce que j'allais te demander après. Bah non. Du coup, non, c'est 10 à 15%. Entre vraie addiction, c'est ça? Addiction, on compte que substance dans ce genre de truc, mais addiction à toute substance confondue, en rajoutant le tabac, c'est 10 à 15%. Ouais. Sachant que dans l'eau, le tabac, c'est énorme. Oui, c'est le tabac qui fait augmenter les pourcentages. Et toi, tu t'es rendu compte que tu avais une addiction ou un truc comme ça, ou ça fait pas un peu... Moi, ça me ferait flipper en vrai de travailler sur un truc psychiatrique. Du coup, je suis un peu à la frontière pour le tabac, je sens que dans certaines situations, je peux avoir de la perte de contrôle. Donc, je me rends compte que si, par exemple, je suis en soirée, je bois de l'alcool, ça va vachement me donner envie de fumer. Ouais, ça, je pense que... Et je sais que dans certains contextes, j'ai énormément de mal à ne pas fumer. Donc, typiquement en soirée, avec certaines personnes, quand certaines personnes sont présentes,
Même si j'essaie de me retenir, je sais que j'ai énormément de mal à le faire. Donc je sais que j'ai du craving. Mais en dehors de ça, ça ne s'est pas encore décontextualisé. C'est-à-dire que je suis vraiment de la perte de contrôle dans certains contextes, avec certaines personnes, parce que je suis vraiment dans la pire situation à risque pour moi. Donc j'essaie de travailler dessus, parce que je sais à peu près comment repérer les choses et comment diminuer les facteurs de risque. Mais oui, c'est pas très plaisant. Je suis complètement d'accord avec toi sur le côté. Genre, je trouve que c'est le plus dur, genre en soirée. C'est horrible. Mais Moi, déjà, c'est rien que l'arrêt de la social. clope. Genre, je me suis rendu compte qu'en fait, genre, la cigarette, c'était surtout un outil qui me permettait de parler. Ouais. Et de remplacer la cigarette par un verre d'alcool, c'était une très mauvaise idée. Sur les 3 premiers mois d'arrêt de Et la la clope, bouffe. Putain, même en soirée, je bouffe ça, comme c'est jamais. terrible. Ouais, tu peux pas parler aux Non, gens mais- quand tu bouffes. Arrêter la clope et de beaucoup bouffer et plus confinement, je t'avoue que je passe mon temps à avoir faim. C'est terrible. Genre, j'ai besoin de m'occuper la main à faire. Il faut que je mange le truc là. Ouais, le tabac, l'arrêt du tabac, ça va souvent en augmentation de l'appétit. C'est classique. Ça. J'ai pas spécialement l'impression d'avoir plus faim, mais j'ai ce besoin de m'occuper la main. Et alors, j'ai essayé les fidget toys et machin, les bidules. Au bout d'un moment, je finis toujours par bouffer un truc. Mais c'est ouais, genre, quand tu dis pareil, le fait que là, dans cette situation, j'ai envie de fumer, j'ai envie de boire, j'ai envie de machin. Alors, l'alcool, je l'ai pas tant, mais c'est vrai que la cigarette. Non, mais Bah, la cigarette, c'est bien mais là, plus pour le jour de addictif. l'an, le jour de l'an, c'est terrible. Nous, dans notre groupe, là, on était une dizaine. Ouais. Il y a 3. Non, vous étiez 6 pour ce nouvel an. Non, c'était autorisé plus de 10. En plus, on s'était tous fait tester et tout. Alors là, j'ai aucun mal à Ok. dire. Non, on était 6. Hein. Il y en avait Donc, 2 sur qui étaient ces- pendus au balcon comme ça. On faisait des roulements. Et, Il y en Et la avait 2 nuit, qui c'est étaient la mineurs. cuisine. non, mais en vrai, t'en avais 4 gros fumeurs, enfin fumeurs récurrents et tout, qui s'achètent des paquets régulièrement, tout ça. Et ben, t'en as 4 autres, donc on était passé à 8, qui avaient acheté un paquet parce qu'on savait qu'on allait passer 1 ou 2 soirées ensemble. Et genre, alors qu'on n'est pas. Enfin, du coup, c'est là où c'est difficile de dire que t'es addict ou pas, parce que, genre, en gros, tu sais que c'est dans la soirée que tu vas fumer, et après, moi, je sais que de ma vie, j'en achète pas, genre, c'est trop cher et tout. Moi, je peux t'assurer qu'un sevrage de 3 mois, ça fait beaucoup de bien. Parce que Mais moi, là, quand j'ai pendant le repris confinement, les j'ai pas clopes fumé. en soirée. Genre, autant la clope de fin de soirée, ça va. Autant, genre, en soirée, il y a une fois, je me suis retourné la tête, ça c'est sûr. Mais genre, j'ai fumé 2 clopes. J'ai vomi mes tripes le lendemain. Genre, vraiment, ça m'a retourné le ventre. Moi, j'essaie de faire du sport 1 ou 2 jours après, je me déteste. Ça, je sens au niveau de mes poumons, c'est l'enfer. Je sais pas comment ils font les fumeurs vraiment pour Ah ouais, le fumer et faire lendemain, du sport. l'haleine du tabac, mais c'est une Ah, catastrophe. ça, c'est vraiment le pire. D'avoir Tu te respires, toi, pâteuse, c'est bon. oh, Hmm. ça me dégoûte. Ah non, ça et Ça, le bide les retourné, cheveux, là. c'est ce que je déteste Ouais, toi aujourd'hui. aussi, tu es sur les cheveux. Ah ouais. Mm. Et nous, c'est avec un pote, on a vécu à Prague, et à Prague, il y avait encore. C'est là où je commençais à me dire, ah tiens, peut-être que j'aime bien fumer et tout. Et en fait, on est arrivé à Prague, le paquet était à 3 €. Donc toi, tu fais, bon, vas-y, je vais en acheter un pour les Franchement, premières soirées et tout. Et en Acheter fait, 12. les bars et les restaurants sont encore fumeurs. Oh, C'est l'enfer. Genre, nous, on n'a pas vraiment connu ça. Ah, j'ai Vraiment. pas fait ça, non, ouais. non. C'est l'enfer. Genre, on était en Erasmus là-bas. Chaque soirée, si on allait dans un bar, on rentrait, on lavait nos fringues parce que sinon tout l'appart. Ah, mais pue. ça C'est alors, l'enfer. pue la mort. Et ça m'a convaincu vraiment. De Genre, pas ça m'a fumer. dégoûté. J'ai pas fumé une seule clope pendant mon Ah, Erasmus. mais moi, en soirée avec un verre d'alcool, j'aime beaucoup le tabac. Le lendemain, quelqu'un fume à côté de moi, je lui casse la gueule. Tout Il n'y a pareil. pas de. Bah, du coup, t'es pas addict. Qu'est-ce que tu racontes? Je disais, ah, je commence à me rendre compte que. Mais en fait, non. Mais non, mais parce que moi, parce que évidemment, du coup, tu travailles je dessus, repère des trucs c'est- que. Tu m'étonnes. Voilà, normalement, une personne comme moi, jamais de la vie, elle se dit qu'elle est addict. Ouais. Et dans 30 ans, quand elle arrivera plus à arrêter de fumer, elle se dit ah putain, j'ai un problème Je avec le tabac. Et même chez les gens que tu côtoies et tout, ça doit. Enfin, moi, je travaille en œnologie, je vais pas m'amuser à aller regarder les molécules qu'il y a dans une bouteille de vin que quelqu'un va ouvrir. Mais Non. genre, toi, c'est plus facile à repérer du coup. Oui. Oui. Et C'est en pas plus, un j'ai peu des potes qui un me disent mini fardeau. un peu. Il y a des potes qui me disent est-ce que j'ai une addiction? Est-ce que machin Et tu leur Attends. t'oses pas leur dire. Ils sont supportables des fois. Il y en a certains, ils font enfin, je vais faire ton questionnaire parce que. Tout le monde a peur autour de toi d'être addict au final. Bah, un peu. Il y en a certains, je pense que. Oui. Après, est-ce que c'est pas plus mal de dire t'as une peur et tu vas aller vérifier parce que soit dans ce cas c'est une peur qui est fondée et au moins tu le sais, soit du coup il y a rien et au moins tu te rassures un peu. Ah, mais ça, c'est Et sûr. tu augmentes les doses du coup. Mais déjà, si les gens arrêtaient de croire que c'est pas une maladie, ça serait déjà bien plus simple Ouais, c'est ça. qui pas s'auto-diagnostique parce qu'il faut pas faire ça, mais vraiment qui repèrent un peu les premiers problèmes avant que ça devienne une catastrophe. Parce qu'en général, ils arrivent à l'hôpital, c'est déjà une catastrophe. Ouais, quand t'es addict, c'est vraiment au dernier moment où tu vas voir quelqu'un. Bah, nous, ceux qu'on récupère, c'est ceux qui ont une addiction sévère. C'est Ceux ceux qu'on récupère. Vraiment, ceux qui arrivent dans un service, qui demandent une prise en charge dans un service Ouais, hospitalier, c'est vénère. c'est ceux qui ont vraiment des gros problèmes par rapport à ça. Ils n'arrivent pas, c'est pas ah, j'ai fumé 2 clopes cette soirée, je voulais en fumer qu'une. Ouais. Et surtout en Ça serait hôpital. beaucoup Ouais. trop simple.
Bah, du coup, ce sera vraiment le mot d'ordre de ce podcast, c'est arrêter déjà de dire addict pour tout et n'importe quoi. Oui. Et parlez-en aussi, quoi. Genre, parlez-en et surtout acceptons le fait que l'addiction est une maladie et que ça se soigne. C'est une maladie qui se soigne. C'est se juste soigne en plus. c'est ça, c'est qu'on peut très bien. Alors, la prise en charge peut faire en sorte que tu reprennes un usage contrôlé de ton truc ou que tu arrêtes complètement. Ça, si c'est ton ouf souhait. aussi de dire aux gens que une addiction, c'est pas genre. Enfin, là, de ce que je viens de comprendre, c'est que genre, t'es pas obligé d'arrêter. C'est juste de Non. retrouver le contrôle. Non, le but c'est de reprendre un usage contrôlé. Ouais. Ou arrêter. Il y en a qui souhaitent complètement arrêter. Oui, Ça, non, c'est bien sûr. complètement. Mais, Et puis il y en a qui arriveraient pas à juste consommer de temps en temps. Il faut s'adapter c'est ça, aussi tu vois. aux situations. Le directeur de mon équipe, M. Royacombe, lui, il a des patients qui étaient addicts à l'héroïne en 91, 92. Ça fait 30 ans, 40 ans, 30 ans qu'ils n'ont pas touché à l'héroïne. Et ils font très bien. Et ils sont toujours en prise en charge. Bon, par contre, une prise en charge d'addiction, c'est hyper long. Ah bah, Ça, oui, mais tu viens de le dire, c'est 30 ans. C'est pas 3 mois chez le psy et ça y est, c'est fini. C'est au moins 10 ans pour que ce soit efficace. Ça ça rentre dans la tête des gens. Eh, mais C'est bon, pas bon de sortir de Trainspotting quelque chose. et 6 mois dans un lit. Hein. Non. Et puis c'est pas parce que t'as arrêté 3 semaines que ça y est, t'es fini. C'est bon, t'es sauvé. Non, ça ne marche pas Non, comme c'est pas ça. 3 semaines, c'est 3 mois déjà. Mais en plus. même 3 mois, ça marche pas comme ça. C'est Oui, non, le c'est sûr. principe de l'addiction, c'est que c'est chronique. Ouais. C'est pas parce que t'as pas fait de dépression pendant 10 ans que tu vas pas en faire une. Ben, c'est pareil. Oh, t'inquiète. Je connais ça. Ah, ça, je connais bien mon pote. C'est exactement pareil. Ok. Écoute, j'ai l'impression d'avoir toutes les infos qu'il me faut. T'as toutes les infos? Moi, je Bah, crois. Attends, on va passer sur. Mais maintenant, on peut surtout se poser la question, parce que genre, je trouve que c'est une question qui peut être aussi assez intéressante dans cette période-là. Ça fait quoi de faire une thèse? Et surtout, ça fait quoi de faire une thèse en période de Covid, en fait? Oui, c'est ça. Parce que là, vu que tu dois traiter comme tu me disais tout à l'heure, des vrais gens, genre de pas pouvoir Tu les les- voir, c'est... Tu les rencontres, les patients avec qui. Enfin, les patients. C'est des échantillons en fait. Avec Oui. qui tu travailles, tu les rencontres? Oui, moi je rencontre mes échantillons. Effectivement. Ah, Alors, c'est vrai, tu peux avoir juste des données et puis les traiter, tu vois. non, moi j'ai commencé sur un projet qu'on a construit. En fait, ma bourse de thèse, elle a été financée par la région Nouvelle-Aquitaine. Et dans ce financement, c'était donc la création d'un projet avec plusieurs villes. Et donc, moi j'ai été là du début, on met en place le projet, on écrit le protocole, on demande les autorisations au comité de protection des personnes, à la CNIL, etc. Donc vraiment, la construction de projet de A à Z. Je suis arrivée, il n'y avait pas de données, il n'y avait pas de patients, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de protocole. On a tout fait. Et donc, jusqu'au Covid, ça allait. Bon, j'incluais pas de façon... J'incluais un rationnel à peu près... je ne sais pas comment dire ça, mais ça allait. Voilà. C'est-à-dire que j'arrivais quand même à inclure des patients relativement souvent. Ok. Mais il y a eu le Covid. Et donc, effectivement, depuis le Covid, les patients viennent beaucoup moins nous voir, parce qu'on est quand même dans un hôpital. Donc, l'hôpital, ça fait un peu peur. Mm. Et donc, j'ai un gros ralentissement des inclusions avec le Covid. Donc, j'ai bien vu la distinction entre les deux. Mais après, de façon générale, la thèse chez l'homme, c'est compliqué de A à Z. Oui, voilà. Il n'y a aucun moment où ça s'est hyper bien passé, tout allait... Ouah, c'était trop bien. J'ai jamais eu 50 patients par mois. Non, ça n'existe pas. Oui, Moi, je non, peux pas ça- commander des patients. J'ai pas des souris, en fait. Je fais pas des commandes. Et... Tu vas te fâcher avec les gens qui travaillent sur les souris, fais gaffe. je sais. je sais. Hein, bande de gros bat. Moi, je peux pas commander les patients. Ça se marche pas Ouais, comme ça. Bah ouais, c'est... Putain. Et est-ce qu'il y a moyen, tu vois, genre, par un biais exceptionnel, que si tu n'arrives pas à finir, du coup, ta thèse, à avoir de conclusions assez... parce que tu manques d'échantillons, de pouvoir la prolonger un peu, histoire de pouvoir dire, voilà, il me faut juste 6 mois de plus Alors, pour pouvoir finir ça, au vu de la crise sanitaire, quoi. mais oui, il y a En des vrai, trucs qui ont été mis en place. ça a été mis en place par Ouais. l'université, et même au niveau de l'État, je pense. T'as demandé toi ou pas? Ouais, moi, j'ai demandé 4 mois de plus. Et ils te les ont donné? Donc, j'ai Félicitations. 4 mois de plus. En fait, j'ai le droit de finir en avril, soutenir en avril 2022. Ok. Max. Sachant que c'est parce que j'ai eu vraiment 4 mois net d'arrêt des inclusions, Ouais. qui correspondent du coup à 4 mois que je peux rajouter au bout. Mais Et c'est un truc dont on n'a pas parlé, ça, dans Oui, les autres voilà, émissions. En c'est ce que fait, je me on a eu disais, ouais. pendant la période Covid, on a eu l'université, l'État, enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place pour justement la recherche scientifique dans tous les domaines. Pour ceux justement qui ont des problèmes comme toi, par exemple, toi, tu as eu 4 mois d'arrêt. Moi, j'ai un ami qui travaille sur la vigne. Et ben, sur la vigne, c'est arrivé au moment où il fallait, entre grosses guillemets, genre récolter des trucs dessus.
et ils ont fané. Du coup, tu replonges pour 1 an, quoi. Et donc, t'en as, voilà, ils ont demandé 1 an, 4 mois, 6 mois. Moi, j'ai rien demandé parce que je m'estime. Enfin, moi, j'ai pas perdu d'échantillon. Oui, c'est ça. C'était dans un congélateur. J'ai perdu 1 mois, 2 mois, comme l'ensemble de la population, dans tout domaine différent. Donc, j'ai pas demandé. Mais je sais que j'ai les investisseurs avec qui je travaille, la région Nouvelle-Aquitaine, ils ont proposé 2 mois au cas où voilà, il y a eu du débordement, tout ça. C'est notamment pendant la rédaction. Parce que j'ai pas fini 2-3 choses. Voilà. Donc toi, t'as bien fait de demander 4 mois. Moi, j'ai demandé 4 mois parce que j'ai vraiment eu, de mars à juin, j'ai inclus aucun patient. Ouais. Vraiment aucun. Mais le service, il était fermé, on était tous en télétravail. Et en plus, toi, tu peux pas le faire non. Par téléphone ou sur Zoom. Parce qu'en fait, moi, je le fais avec un smartphone. En gros, moi, pour essayer de comprendre le comportement des gens, au lieu de leur demander 3 mois après qu'est-ce que vous avez fait les 3 derniers mois sur une échelle avec des questions, ce que je leur fais, c'est que je leur donne un téléphone et le téléphone va leur poser des questions plusieurs fois par jour. Et grâce à ça, je vais comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans leur journée. Par exemple, est-ce qu'ils étaient tristes, est-ce qu'ils étaient joyeux, est-ce qu'ils ont vu telle ou telle personne, n'importe quel contexte, dans quel contexte ils étaient, etc. Je vais aussi leur demander est-ce qu'ils ont eu du craving, je vais leur demander est-ce qu'ils ont consommé, je vais leur demander tout un tas de choses. Et en fait, ça va me permettre de refaire le décours temporel de ce qui se passe, des événements, de faire la chronologie. Donc moi, pour faire ça, j'ai besoin de leur donner un téléphone. Oui, donc j'ai besoin de les rencontrer. Ouais. Et je repars du coup sur tes patients. Comment tu peux être sûr à 100%, enfin tu peux pas être sûr à 100% du coup qu'ils soient honnêtes avec la recherche, ou du coup tu pars du principe que comme c'est des patients tests. Disons qu'ils ont rien à y perdre. Ouais, mais là des fois justement quand t'es addict, je pense la honte de l'addiction ou effectivement le jugement, la stigmatisation, c'est un problème dans l'addiction, ouais. de la part des soignants vis-à-vis des patients, qu'ils soient en addictologie ou dans d'autres services d'ailleurs. C'est souvent plus dans d'autres services. Mais de façon générale, nous, nos données de précédentes études ont montré que la version rapportée par le patient, donc de façon orale, avait souvent plus de valeur que, par exemple, des dosages biologiques. Okay. Parce qu'ils ont tendance à, limite, même surestimer le problème pour être sûr de ne pas perdre d'informations, pour être sûr que le médecin, il est tout, plutôt que faire l'inverse. Okay. Parce qu'ils viennent pour eux, en fait. Nous, on est dans un service où les gens viennent volontairement. D'accord. Donc ils savent très bien que leur but c'est d'être soignés et pareil pour la recherche en général, si jamais ils veulent pas répondre à nos questions, on leur dit vous avez le droit de pas répondre à nos questions, c'est confidentiel, vous faites ce que vous voulez. Ouais. Donc en général ils répondent pas s'ils veulent pas. Et du coup tu disais que tu étais en 3e année. Ouais. Et tu commences ta 3e année? Oui, je commence. Commence ta 3e année, ok. Donc t'en es pas dans la phase. Non. Okay. J'ai le premier papier qui est écrit qui va bientôt être soumis. Ta première publi? Ok, t'es contente? Ça va. Comme un thésard. T'es stressée? Oui, je suis stressée. J'ai le biais de l'imposteur plus. Ah oui, ça c'est normal. Ça. Sinon tu ferais une thèse. C'est ça. On serait pas en train de faire un podcast. Tout ce que je dis, c'est des conneries. Tout ce que je dis, c'est des conneries. Ouais, mais ça c'est toi qui te l'as dit ou quelqu'un te l'a dit? Non, c'est moi. Bon ça va alors. Non, mais on dit que c'était bien. T'as dit que c'était bien en plus. Voilà. Quelle horreur. On est tous pareil, c'est fou. C'est insupportable. Voilà. Tout ça pour. Après, c'est surtout. Moi, je trouve le truc qui m'en fout, c'est aussi tu vas faire une thèse, tu vas dévoiler des trucs et tu vas le publier et il y a des mecs qui vont dire non. Ça, tu normal, dis n'importe quoi. Tu veux dire. C'est le jeu. Tu veux dire Michel chez lui à 40 ans. Ouais, mais alors eux, faut pas les écouter par contre. Hein. Non, je suis navrée, mais une personne qui n'est pas spécialiste du domaine, son avis n'a pas autant de valeur qu'une personne qui est spécialiste du domaine. Je suis assez d'accord. Et on espère que les spécialistes. Est-ce qu'on n'a pas un bon échantillon de tout ça avec la crise du Covid de toute façon? Si. Incroyable. Si, quand Orelsan dit tout le monde donne son mauvais point de vue, on l'a vu que tout le monde donne son mauvais point de vue. Quand t'as cité du Orelsan, ça ne m'étonne même pas d'être joué. Incroyable. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'elle a pas parlé d'Orelsan. Putain, c'est vrai que ça c'est un truc que je... Alors attends, je sais pas comment on pourrait le formuler. C'est, je me dis comment tu vois quand c'est dans ta thèse, c'est un truc qui te prend beaucoup de temps et tout ça. C'est quoi tes moyens de sortir de ça? Le podcast. Outre le podcast. Moi, je game un peu. Ouais, mais attends. Et je fais de la pâtisserie. Ouais, voilà. Voilà. Non, mais après, faut dire aussi qu'il y a des gens, ils sont à fond dans leur thèse. Attention, ça veut dire vraiment à 100%. Et il y en a, il faut, leur sujet, tout s'apprête à... tu mets ta vie sociale de côté. Si tu as une vie amoureuse, ça peut être compliqué parfois et tout. Et t'en as d'autres qui arrivent à gérer, à faire d'autres choses, quoi. Enfin, toi, Laura, je sais pas comment... Mais moi, j'ai
On a 50 jours de congé par an, je prends mes 50 jours. Je commence en théorie à 9h, je ne suis pas très matinale, donc j'arrive à 10h. Et à 18h max, je me suis barrée. C'est pas parce que je suis en thèse que j'ai arrêté ma vie. Hein. Est-ce que tu as culpabilisé? Moi, j'ai culpabilisé parfois de ouf. T'arrives là-bas, t'as pas de travail parce que genre, t'as fini ce que t'avais à faire des fois et tout. Et t'en connais... ils arrivent à 8h, ils partent à 20h. Sauf qu'en fait, c'est les gens que tu croises dès que tu t'en vas et que tu repars. Moi, quand je bosse, je suis comme ça. Genre, je peux faire 8h, 8h, 17h, par exemple. Mais je prends une demi-heure de pause, tu vois. Ouais. Et genre, oui, c'est ça. Et tu fais tout à fond. Et en fait, tu fais tout à fond. Et genre, t'as les gens qui te regardent un peu bizarrement quand tu te prends à 17h. Et tu fais les mecs, je vais croiser 8 fois en train de fumer une clope, tu sais. Genre... C'est ça, mais vous faites des pauses, vous faites 3 minutes et vous racontez votre vie à tous les gens qui passent. Non, après, voilà, t'en as, ils sont à fond dans leur tête. Et parce que aussi, il y en a, c'est leur vie. C'est-à-dire, genre, c'est à fond, il faut vraiment qu'ils fassent que du taf. Après, tu vois, genre, c'était pas tant dans le côté, parce que moi, je suis pareil, je suis le genre de gars qui va peut-être bosser 10 heures dans la journée, mais dans mes 10 heures, je vais avoir 8 milliards de pauses. Parce que j'ai ce besoin, tu vois, de me dire, genre, d'un coup, je vais être à fond. Puis j'ai besoin de genre 10-15 minutes où je me pose, je vais boire un truc, je vais parler avec des gens, puis après je me remets à fond. Du coup, ça fait des trucs hyper chelous au niveau du. Tu te dis, mais si tu condensais tout ça en 4 heures, ce serait beaucoup plus efficace. Mais non, parce que ça me prendrait trop la tête. C'est plus le côté, tu vois, genre à quel moment tu arrives à décrocher aussi, de dire quand tu vois les 8 milliards de gens qui, par exemple, pour toi, qui fument dans la rue, et te dire, genre, ou en soirée, tu vois, quelqu'un qui dit, quand il y a la discussion de, mais t'es addict ou pas? En soirée, j'explique l'addiction à toutes les soirées. Toutes les soirées. À chaque fois que je rencontre des gens, j'explique l'addiction. C'est obligé. Bon, déjà, c'est parce que j'aime beaucoup parler. Oui, ça... Et j'aime beaucoup expliquer de la science, de façon générale. Donc, à partir du moment où je vais être face à des gens qui n'ont pas fait de science, je vais me sentir obligée de leur expliquer de la science. Si ça peut dériver là-dessus. De l'imposteur, alors. Si ça peut dériver là-dessus, ça va dériver là-dessus. Non, là-dessus, ça va parce que je reste quand même sur des bases les bases de licence de bio et de master que je sais que c'est OK. Ouais. Je m'aventure pas dans des trucs où je sais pas ce que c'est. Où j'essaie de garder un minimum de réserve en disant ça je sais pas quoi, je vais pas l'inventer. C'est-à-dire que la géologie ça va. La géologie pas de ouf. C'était lourd. C'est un running gag, je sais pas si c'est le cas dans toutes les facs, mais à Bordeaux 1 en tout cas, tous les gens que j'ai vus en bio m'ont tous dit la géologie c'est de la merde, je comprends. Genre je crois qu'à Bordeaux personne n'aime la géologie. Non mais c'est de façon générale, regarde, il a fait un jeu, il a mis une case géologie sur 500 cases de jeu. Et en plus, c'était pour critiquer la géologie. Putain, vous excluez vraiment des gens du podcast, quoi. Je Les suis géologues, vraiment les pauvres. désolé. C'est hyper intéressant. Moi, j'en ai vrai, fait, j'adore ça. Ah ouais, t'en as fait? C'est vachement bien. Mais j'en ai jamais fait, moi. Le peu que j'ai fait, c'est juste, c'était un prof qui nous faisait des blagues cheloues, qui disait, il y a des couches anciennes sur des couches jeunes, et ça, c'est dégueulasse. Tu fais, allez. Attends, moi, j'avais une matière en L2, c'était coévolution, biosphère et terre. C'est vachement intéressant. J'étudiais l'histoire des êtres vivants. C'est hyper intéressant. C'est de la géologie. En vrai, moi, j'ai vraiment ce côté, je suis curieux, ça me fascine, mais je pourrais pas l'étudier. Ça me rendrait vraiment fou. Genre, si on m'explique, des gens qui connaissent, qui aiment bien ça, ils m'expliquent, genre, je vais voir Pant of Science, je regarde un truc sur la géole, ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, moi, me plonger là-dedans, non. C'est plus dur. C'est pareil pour la physique. J'aime bien la physique quand j'en fais pas. Quand les autres m'expliquent, j'adore ça. Voilà, quand on m'explique la physique, j'adore. Mais il faut l'expliquer au niveau d'un sixième. Franchement, la physique, ça va. Genre, la physique, j'aime bien. En fait, la physique, c'est des maths. Donc, ça va. Oui, les maths et la physique, moi, j'ai 12 ans en maths et physique. Il faut s'arrêter là. Je peux pas aller plus loin. Tu fais des stats, quand même. Oui, non, mais des stats, ok. Non, c'est pas des maths. C'est des maths simples. Toujours l'exemple que tout le monde sort, ça m'horripile, moi. Simple. Plus simple. Enfin, disons qu'on utilise des logiciels qui simplifient le truc. Les maths derrière sont pas simples, mais on utilise des logiciels pour que ça devienne simple. Effectivement. Parce que les biologistes ne sont pas des mathématiciens. Ça, c'est une certitude. Non. Mais c'est facile, les maths, pourtant. C'est les règles de base. Mes stats. Oui. J'appellerai Robin pour faire mes stats. Putain, tu sais que tout le monde, là, pareil, j'ai ma petite sœur qui commence à faire du son mémoire, c'est le master. Ouais, c'est ça. Et elle m'a fait, putain, j'ai des stats et tout. Je fais, vas-y, c'est bon, je vais t'aider et tout. Parce qu'elle est en mode, je déteste. Elle fait ça en plus en éducation, tu vois, genre le truc, comment ça s'appelle? Les sciences de l'éducation. C'est super, les sciences de l'éducation. Ça a l'air fascinant. Franchement, ça a l'air fascinant comme truc, ouais. J'ai fait une formation en sciences de l'éducation, c'est super. Putain, fou chérie. Moi, de toute façon, je me tâte à reprendre les études. Si ça se trouve, ce podcast va me faire relancer dans mes études. On te suivra. Hein. Moi, je peux faire des études toute ma vie, il n'y a pas de souci. J'ai déjà mon idée de mémoire. J'ai toujours potentiellement une idée de thèse, mais je suis absolument pas sûr de pouvoir la faire et la réussir. Donc, je sais pas s'il faut forcément un master pour faire une thèse en plus. Je pense, ouais. Je pense. De toute façon, j'ai dit, si jamais j'en fais pas une thèse, j'en ferai un documentaire. Donc, voilà. Oui. Ça, c'est réglé. Fais un vrai documentaire, s'il te plaît. Oui. Ah, oui.
Des gens qui font des documentaires et puis... Hold up. Non, le pavé dans la mare. Je pensais au type sur les pyramides. Mais c'est Ouais, même- voilà, j'avais même plutôt niveau. lancé là-dessus. Même niveau. Et bah, du coup, nous allons pouvoir résumer cette thèse. L'interview de Robin. Putain, j'ai toujours cette même Attends, mais pression. tu sais, du coup, là, tu sais ce qu'il doit faire. Il t'a expliqué un peu ou pas? Ouais, Oui, il oui, m'a T'as dit. compris? Ok. Il fait ma thèse en 180 secondes. En, Mais- En une phrase. Voilà. Une phrase très longue avec pas de virgule et pas de point. Oui, comme quand tu parles, quoi. Arrêtez. Tu es donc venu nous parler de ton étude du lien entre l'insight et le cues crowing et rechute. Craving. Craving. Je ne sais pas. Oui. Craving. Craving. Le craving. Voilà. Ok, ce sera Si français. tu le francises un peu, ça fait craving. Ok, donc du coup, l'insight, c'est un concept, c'est le concept de reconnaître la maladie et de l'accepter. Et le craving, c'est donc, moi j'ai résumé ça par une envie involontaire. Et donc du coup, toi, le but, c'est de, c'est de trouver, et en tout cas ou en tout cas de comprendre quel lien on peut faire entre l'insight et le craving. Donc entre le lien qu'on peut faire entre les gens qui se reconnaissent dans une maladie et qui ont accepté qu'ils sont malades, et tout ce qui découle de cette maladie, à savoir les envies involontaires et donc les cues, j'ai oublié de résumer cues, les facteurs qui causent du coup cette addiction. C'est facteurs qui causent le craving, si tu préfères. Ah oui, ok. oui, Associé c'est ça. à Oui, l'usage. exact, c'est ça. Ok. Genre le briquet. Donc genre le le briquet briquet, qui la va du coup seringue. créer l'envie de craving, quoi. Voilà. Envie de craving, c'est pas un peu un pléonasme? Si. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bon, tu l'as eu. Ok. J'ai tout bon. Oui, t'as tout bon. Je mérite quelle note? Est-ce qu'il a oublié quelque chose ou pas? De très important. Quelque chose de très important. Il n'a pas dit ce que c'était une addiction. Oui, c'est vrai. C'est très important quand même. Mais c'est dans le titre de ta thèse, addiction. Non, mais je travaille sur les addictions. C'est vrai, donc, c'est vrai qu'on parle. Parce on que parle des l'addiction, addictions, ouais. tout le monde dit addiction, mais personne ne sait ce que c'est. Donc moi, je veux bien, mais... Et alors, on définit une personne addicte. L'addiction, c'est ça. L'addiction, c'est le fait d'être addict. Oui. Déjà. Et Oui, on dit... Ouais, en, tu dis pas ça. en psychiatrie, on n'aime plus trop l'identification de la personne à sa maladie. Donc on dit D'accord. plus une personne addicte, on dit une personne avec une addiction. On dit pas une personne schizophrène, on dit une personne atteinte de schizophrénie. Ok, Voilà. ben, ça je vais me le noter. C'est comme tous ces trucs, il faut que je me note. On dit pas, enfin tout ce qu'on doit plus dire là. On dit pas un alcoolique. Parce que- non. ouais, voilà, c'est ça. Mais non, mais en vrai, en plus, je trouve ça vraiment bien. Donc j'aimerais bien arrêter de faire des raccourcis des fois. Donc une personne avec une addiction et donc une personne qui a une perte de contrôle, un usage compulsif d'un objet ou d'un mœurs, on va dire. Parce que je sais pas Une comment activité. résumer Une une substance activité, ouais, mais ou ça- un comportement. un comportement, voilà, un comportement. Et qui a du coup un symptôme de rechute aussi. Qui a eu au moins une rechute. Voilà. Du coup. Voilà. Donc du coup, dans toutes ces personnes-là, on s'intéresse à celles qui reconnaissent la maladie et qui l'acceptent. Et pour les autres. identifier. Et les autres. Oui, moi je regarde les deux. Moi je veux savoir quelle est la différence entre ces gens. Ah, je croyais que tu concentrais vraiment sur les insights. Bah non, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas d'insight. C'est un peu ça l'intérêt. C'est de voir D'accord. si ceux qui n'ont pas d'insight, ils se comportent différemment des autres. Parce que finalement, ceux qui sont d'insight, c'est facile. Eux, ils vont demander une prise en charge. Eux, on n'a Oui. pas de problème avec eux. Ah, il me semblait que tu m'avais dit que les insights, du coup, c'est pour ça que je me demandais, putain, mais il n'y a pas d'échantillon zéro de mecs qui a pas de. Ok. Bah, c'est ceux qui n'ont pas d'insight. Oui, voilà, c'est ça. C'est le stade zéro de mon... Ok, donc. C'est vraiment c'est le résumé le plus laborieux que j'ai fait. Je crois, depuis Je suis désolée, mais c'est parce que je suis pas très organisée Parce que dans ma tête. t'étais allé trop vite. Ouais, Dès non, le mais c'est ça. début. J'étais persuadé de l'avoir compris. Mais... Bah, après, t'as compris. Enfin, on a compris dans la globalité, mais Dans la globalité. je veux vraiment pas, tu vois, genre, déformer le propos. Ah, bah genre, non. vraiment, c'est ça qui m'horripile. Donc, Vas-y, retente ta chance. je retente ma chance. Hop là. Donc, Qu'est-ce que l'addiction? qu'est-ce que l'addiction? Alors, l'addiction, c'est la perte de contrôle par un usage compulsif d'un produit ou d'un comportement et qui a entraîné au moins une rechute. J'ai bon là déjà? Oui, jusque-là, ça va. Je stresse du coup maintenant, Je c'est vois ça. terrible. Et plus précisément, on va étudier le lien entre l'insight et les cues et les crowing qui amènent du coup à ces rechutes. Le lien entre l'acceptation de la maladie et ces envies involontaires et tout ce qui est autour de l'impulsion compulsive, L'usage compulsif, l'usage compulsif en Ouais, fait, tout c'est ça. simplement. c'est ça.
la master résolution de ce problème, entre guillemets, ça serait de dire, là, tu vas me tuer sur ce que je vais dire, mais c'est pas grave, ceux qui ont ceux qui ont conscience de leur maladie, qui ont un bon insight comparé à ceux qui n'en ont pas, savent identifier leurs cues et quand ils ont du craving, alors que les autres, non, en fait. En théorie, on pense que ça serait plutôt ça. Ouais. Ça serait plutôt ça, En gros, ils savent. Ceux qui ont un mauvais insight, c'est ceux qui repèrent mal les signes de qui pourraient faire penser qu'on a une addiction. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de craving. Ça veut juste dire qu'ils ne sont peut-être pas capables de te dire que c'est du craving et de se rendre compte que c'est un problème. Et donc, du coup, ça les pousse à faire usage potentiellement tout le temps parce qu'ils se disent que ce n'est pas un problème. Mais nous, on a des raisons de penser que ces gens-là, parce que des réseaux sont communs avec le craving, entre le fait d'avoir un faible insight, donc pas de conscience, et beaucoup de craving, il y a des réseaux communs. Donc on pense qu'en fait, ces gens qui ont moins d'insight, ils ont plus de craving que les autres. Donc en fait, potentiellement, ils font plus d'usage que les autres. Donc potentiellement, ils rechutent plus que les autres. Donc potentiellement, ils sont plus sévères, plus à risque d'avoir une maladie sévère comme ça. Sauf qu'ils sont moins conscients de ça et donc du coup, ils ne se comportent pas de façon adéquate par rapport à ça. Ils ne vont pas demander une prise en charge, ils vont pas comprendre qu'il faut arrêter, qu'il y a des problèmes et qu'il faut arrêter à un moment donné. Ok. Eh ben, en tout cas, on serait très chaud que tu viennes nous en reparler une fois la thèse finie, entre guillemets. Une fois que tu auras quelques réponses. Je ne sais pas si ce sera dans le même podcast ou si on fera un autre podcast à côté. Les réponses des thèses. J'aime beaucoup trop. Mais en tout cas, c'était très gentil d'être venu nous parler de cette thèse. Moi, ça m'a fasciné, comme à chaque fois. Voilà, on se dit à bientôt. À bientôt et bon courage et bon pour courage la pour la dernière suite, année. Merci beaucoup. À bientôt. Force.